Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de ce journal, insécurité alimentaire au Tchad touchant plus de 4 millions de personnes, soit près d'un tiers de la population. La situation s'est fortement aggravée ces derniers mois en raison de la faible pluviométrie et de la hausse des prix des produits de première nécessité et de la guerre en Ukraine. Quelle réponse de la part du pouvoir tchadien? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Les conséquences du changement climatique, le continent africain responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2 paie le plus lourd tribut. À 3 mois de la COP27, l'Afrique dénonce l'injustice climatique à la semaine africaine du climat qui se tient à Brazzaville. Puis la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA 2022, démarrage de la compétition notamment pour les sélections africaines qualifiées le 11 octobre prochain en Inde. Mais d'abord, et avant de développer ces titres, la visite du président de la Guinée-Bissau ce mardi en Algérie, où Omaro Sissoko Embalo a été reçu par son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs liens. Et au terme de ce déplacement, le chef de l'État bissau-guinéen annonce l'ouverture d'une ambassade d'Algérie en Guinée-Bissau. Donc ouverture annoncée dans le cadre de cette visite. Le gouvernement, le groupe armé, le mouvement national de libération de l'Azawad, l'un des principaux à avoir pris les armes en 2012 en réclamant l'indépendance du nord du Mali, annonce s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako en 2015. Ce lundi, le MNLA a déclaré avoir demandé à son bureau exécutif d'entamer le processus de fusion avec ces autres groupes d'ex-rebelles en une seule entité politico-militaire. Au Tchad, les récoltes victimes des aléas climatiques ne sont pas à la hauteur des attentes, une situation qui inquiète les populations qui redoutent une aggravation de l'insécurité alimentaire. Face à l'urgence, le gouvernement implique le génie militaire dans le développement du secteur agricole. Reportage entre correspondants, Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'armée s'investit dans la production agricole pour contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est le cas du génie militaire de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État qui exploite cette année plus de 250 hectares de sorgho et de légumes au centre du pays. En visite sur le terrain pour encourager les troupes, le général Issa Mina estime que les exploitations de l'armée pourraient contribuer à réduire les importations alimentaires qui coûtent cher à l'État. L'importation des céréales nous coûte excessivement cher vu que notre pays est enclavé. Pour sortir de cette situation de dépendance, nous devons travailler nos terres fertiles et irrigables. Nous avons du potentiel agricole naturel qui n'attend qu'à être exploité. L'armée veut montrer l'exemple et prouver aux citoyens que nous pouvons produire sur place tout ce que nous importons. Nous devons faire plus chaque année pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Quelques défis de modernisation des exploitations s'imposent sur le terrain, notamment la clôture des périmètres agricoles et la production des canalisations pour évacuer l'eau si jamais les champs sont inondés. L'armée prévoit également l'installation des générateurs de pompage d'eau pour les productions de contre-saison. Pour le directeur du génie militaire, le colonel Adoum Barkaï, l'exploitation de la production se fera avec le soutien des populations locales. Nous sommes ravis que l'entente entre les populations locales et les militaires se passe très bien dans les exploitations. Nous remercions le président de la République et le directeur général de la DGSIE qui a dépêché le général Issa Mina pour s'enquérir de nos problèmes et nous apporter le soutien moral et matériel. Mes remerciements aussi aux autorités locales. Pour rappel, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby, l'armée n'est pas dédiée uniquement à la guerre, même si sa vocation première est de défendre le territoire national. Elle contribue également à résoudre des problèmes dans tous les domaines de la vie nationale au profit des citoyens.
Rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF lundi et mardi dernier en France. Cette année, côté étranger, la Tunisie et le Bénin étaient à l'honneur de cette université d'été. C'est ainsi que dans leurs discours respectifs, le président béninois Patrice Talon et la première ministre tunisienne Najla Bouden ont cherché à inciter à l'investissement les chefs d'entreprise françaises. À moins de 3 mois de la COP27 en Égypte et dans le cadre de la Semaine africaine du climat qui se poursuit à Brazzaville, la capitale gabonaise, les pays africains, les ONG, experts et personnalités politiques appellent à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent africain n'est en effet responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Reportage entre envoyé spécial au Gabon, Deva Panzou. Ségolène Royal, invitée spéciale à cette semaine africaine du climat, dénonce l'injustice des pays développés qui traînent à mobiliser le financement de 100 milliards de dollars par an des pays en développement victimes de la pollution de la planète orchestrée par les pays industrialisés, comme cela avait été décidé lors de la conférence des parties COP21 en 2015 à Paris. L'ancienne ministre de l'Environnement de la France et présidente de la COP21 appelle au transfert des technologies des énergies renouvelables aux continents émergents. Et ce qu'on observe, c'est que le continent africain n'est pas responsable du dérèglement climatique, puisqu'il n'a pas eu accès aux énergies fossiles pour faire sa révolution industrielle. Et donc, ce sont les pays industrialisés qui ont pollué la planète, disons pour aller vite. Donc aujourd'hui, si l'on veut faire la justice climatique, il faut transférer les technologies des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au continent émergent pour qu'il puisse garder sur son sol la valorisation de ses propres ressources, du sol et du sous-sol. C'est ça le combat pour la justice climatique. L'ancienne ministre de l'Environnement avait publié un livre intitulé Manifeste pour une justice climatique en avril 2017, au lendemain de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques organisée par la France. Dans cet ouvrage, Ségolène Royal appelle les dirigeants et les décideurs africains à parler d'une même voix afin de rendre leurs actions efficaces. Chacun peut agir là où il est. C'est que les dirigeants maintenant ne doivent plus tergiverser et que souvent les populations sont en avance par rapport à ceux qui décident. Donc il faut que ceux qui décident, ils se mettent ensemble. Vous voyez, le public, le privé, les entreprises, les territoires, etc. Et travaillent concrètement, c'est-à-dire identifient les projets, même si au départ c'est modeste, les réalisent, et c'est en voyant que les choses se font. Par exemple, si dans un petit quartier d'une ville, il y a 10 maisons qui mettent un panneau solaire sur leur toit, et puis tout d'un coup les ampoules s'allument, y compris la nuit, les autres auront envie, et je pense que c'est par l'imitation, l'émulation, que les choses peuvent avancer. C'est par l'Afrique que le combat climatique sera victorieux. Ce défi est plus qu'un devoir, c'est une nouvelle chance pour l'Afrique et ses partenaires, une nouvelle chance pour le développement durable, une nouvelle chance pour la planète tout entière, selon la présidence de l'ONG, Désir d'avenir pour la planète. Les mangroves, fragiles écosystèmes parmi les plus productifs en biomasse de la Terre, face à la destruction de ces marais maritimes, la question de leur préservation se pose plus que jamais en Afrique, alors que le rôle des mangroves demeure essentiel à la survie de nombreuses espèces végétales et animales. Illustration au Gabon dans ce reportage de Narcisse Oum. Dans un rayon de 50 km autour de Libreville, la capitale politique du Gabon, se trouve le parc de Pongara. Situé à proximité du principal centre urbain du Gabon, le milieu est pourtant resté sauvage. Créé sur une superficie de 922 km² sur la rive sud de l'estuaire du Gabon, Pongara abrite principalement des milieux humides côtiers. Ces milliers d'hectares de mangroves sont pleins d'alevins et de crevettes. Ici, la mangrove, elle a beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est que c'est la nurserie des poissons, donc on est dans la maternité des poissons ici. C'est elle qui fait c'est dedans qu'on fait tous les poissons. Et si on détruit la mangrove, donc on va avoir une carence de poissons. Le deuxième élément qui est assez important, c'est comprendre que la mangrove est un grand fixateur de CO2. Et que la mangrove fixe environ 25% du CO2 mondial. Donc c'est un grand fixateur de CO2 qu'il faut pouvoir conserver. Les forêts du parc abritent des populations de petits singes, de buffles, de céphalopodes et même quelques chimpanzés et éléphants.
Ces savanes sont le refuge de nombreuses espèces de fleurs, d'insectes et d'oiseaux. Ces marais d'eau douce sont peuplés de poissons, tandis que dans l'océan, on peut apercevoir des tortues et des dauphins communs. On a vu toutes sortes d'espèces d'arbres, notamment l'arbre historique, le koumé. Et on a aussi vu à l'intérieur de cette forêt une extraordinaire biodiversité du point de vue des animaux. Elle est très très bien protégée par la politique publique mise en place ici dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est une visite enrichissante. Pongara possède aussi une variété de forêts et savanes qui contribuent très largement à la diversité, d'autant plus que les forêts de la région de Libreville sont parmi les plus humides du Gabon et recèlent des espèces de faune et de flore qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pongara est aussi un site idéal pour ceux qui adorent la nature. C'est une attraction qui vaut le détour, qui mérite une meilleure promotion à l'échelle mondiale. Et on en vient à la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. La 7e édition de cette compétition se déroulera du 11 au 30 octobre 2022 en Inde. Et à un peu plus d'un mois du coup d'envoi, les pays africains qui prennent part à ce mondial féminin se préparent activement. José Douglas. La Coupe du monde féminine U17 de la FIFA a lieu tous les 2 ans et réunira 16 nations. 5 équipes ont remporté le titre suprême. Les 2 Corées, le Japon, l'Espagne et la France. Notre continent sera représenté en groupe A par le Maroc avec comme adversaire le Brésil. Qualification historique pour les Lioncelles. Autre équipe, le Nigeria en groupe B qui croisera sur sa route les jeunes Allemandes. Le Nigeria a participé à la Coupe du monde féminine U17 à 5 reprises. Notre objectif principal est de rendre le Nigeria fier, de rendre les Nigérians heureux avec le billet de la qualification pour la Coupe du monde en poche. La Tanzanie sera en groupe D avec 2 adversaires de taille, la France et le Japon. La Tanzanie a réussi un gros coup lors de la manche aller du dernier tour de qualification en obtenant une victoire 4-1 aux dépens du Cameroun à Yaoundé et a validé sa qualification au retour à Zanzibar. Le match aller a été un match très difficile. Le Cameroun est une équipe très forte dans cette catégorie. Nous avons vérifié leurs points forts et le point le plus faible pour sortir gagnant de la confrontation. Enfin, la commission de la FIFA a communiqué la liste officielle des arbitres qui officieront lors de cette Coupe du Monde. 14 femmes arbitres, dont la Marocaine Bouchra Karbouri et la Mauritanienne Maria Rivet. 28 arbitres assistantes et parmi elles, 2 Marocaines, Fatia Germoumi et Soukaina Hamdi. La Mauritanienne Quincy Victoire et l'Égyptienne Ara Atef Saïd. 3 arbitres de réserve avec la Tunisienne Dorsaf Ganouati et enfin 16 arbitres vidéo où nous retrouvons l'Éthiopienne Lydia Tafesse Habebe et la Swazi Laetitia Viana. Nous sommes ravis du retour de la Coupe du monde féminine U17 après une pause de 4 ans due à la pandémie de Covid-19. L'impatience est donc de mise avant cette compétition importante en Inde. Nous vous rappelons que cette Coupe du monde féminine U17 aura lieu du 11 au 30 octobre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.